L'histoire se passe en 2018 en Bretagne. 17 travailleurs sans papier pensent enfin voir le bout du tunnel avec une offre d'emploi qui leur promet une régularisation de leur situation, enfin avoir des droits comme tout le monde. Mais rien ne va se passer comme prévu. L'entreprise en question, Prestavic, est spécialisée dans le ramassage de volailles. Durant plusieurs années, elle réduira ces 17 personnes en esclavage. Jeudi 17 décembre dernier, le volailler breton est condamné à de la prison. Sauf que, chargée de l'enquête, la police aux frontières a cherché à étouffer l'affaire. Ce récit fou, c'est le journaliste indépendant Jérémy Rochat qui le raconte dans les colonnes du média Street Press. Et c'est justement mon invité de ce soir pour les combats de l'info. Et mes invités s'installent tranquillement. Nous sommes toujours en direct sur le média ce soir. Invité au pluriel, car Jérémy Rochat n'est pas le seul à venir sur ce plateau. Il est accompagné. Bonsoir Jérémy. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. Bonsoir Maître Bouzaïdi. Bouzaïda, donc. Bonsoir. À chaque fois, il y a une faute dans mon petit document Bouzaïda, autant pour moi, désolé vraiment. Merci d'être venu aussi ce soir en compagnie des autres personnes sur ce plateau. Vous êtes avocat des 17 victimes de cette affaire-là et du comité contre l'esclavage moderne. Et bonsoir Esther. Bonsoir. C'est un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci de venir témoigner ce soir. Merci. Et pour rappel, vous êtes l'une des victimes dans cette sombre histoire et la première personne à avoir témoigné. Je suis la première personne à recruter pour venir déjà là-bas. Et je suis la première personne encore à porter la plainte. Oui, la première personne, on va le dire comme ça. Alors, ma première question s'adresse à vous, en fait. Comment vous allez aujourd'hui après cette expérience? Comment ça se passe? J'essaie de me construire petit à petit. Mais pour l'instant, tout n'est pas encore fini. Il y a du chemin à parcourir encore. Il y a du chemin à parcourir parce que ça n'a pas été facile. Il aurait fallu l'intervention du comité de lutte contre l'esclavage moderne, qui a été l'une des premières personnes à venir nous donner un coup de main, en passant déjà par la CGT de Morlaix, locale qu'il faut remercier, parce que c'était la première des portes que nous ayons frappées une fois que j'ai franchi le premier pas à la préfecture, que j'ai vu le danger venir. C'est ceux-là même qui m'ont écouté, qui m'ont encadré, jusqu'à ce que nous arrivions auprès du comité et que je suis devant vous aujourd'hui en vie. On est heureux que ça soit le cas. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots, en quelques phrases, enfin, cette histoire-là, votre histoire qui est quand même très rocambolesque en fait. C'est incroyable. Comment ça commence? Ça commence en 2018. Je suis contacté par déjà Madame Koutou Alice, qui est actuellement la femme de Monsieur Zambélan. Mais par le passé, elle était la maîtresse. Donc, moi, elle essaie de me contacter, elle me fait comprendre qu'il y a un boulot facile et bien rémunéré. Et au bout d'un temps, son mari, il va m'accompagner pour avoir un titre de séjour. Chose que un immigrant de ma taille qui a traîné 5 ans sur Paris, qui essaie de vivre, toucher un peu de petits boulots pour vivre honnêtement, dès lors qu'on te dit il y a une situation, le titre de séjour pour un immigrant ici, c'est le sésame d'un Africain. Et donc, je saute sur l'opportunité. Et une fois arrivé là-bas, les promesses ne sont pas tenues. Alors, comment vous vous êtes rendu compte que la promesse n'est pas tenue, une fois arrivé sur place? Parce que les promesses qu'il m'a faites, c'est-à-dire une fois que j'arrive, je travaille au bout d'un an, et il m'accompagne à la préfecture, parce que ça fait 20 ans qu'il travaille dans son domaine, il maîtrise l'appareil judiciaire dans le système du Finistère. Donc, je crois en lui, donc je me donne corps et âme. Moi, je fais ma part. Le moment venu, je lui dis, mais écoute, qu'est-ce qui se passe? Il me fait comprendre qu'il faut que nous soyons à un certain nombre de quantités pour qu'il puisse aller à la préfecture. Déjà, c'est un point. Le deuxième point, je constate que Mme Koutou et la liste qui par son mari, par son canal, les deux qui me contactent que j'arrive, elle est la maîtresse. Ça, c'est un point déjà. Elle me fait comprendre qu'elle-même n'a pas un titre de séjour. Donc, tous ces éléments, ces 3 éléments réunis, je commence à comprendre que l'affaire n'est pas claire. Mais étant déjà là-bas, tout abandonné. Vous ne pouvez plus repartir, c'est tout pas si abandonné simple. À Paris, je ne Bien peux sûr. plus retourner. Donc, qu'est-ce que je fais? Il me faut comprendre qu'il faut être en quantité, un certain nombre de personnes. Donc, je contacte un autre camarade qui va venir me rejoindre. Parce que là, je me retrouve seul. Bien sûr. Qui va venir me rejoindre. Et celui-ci qui vient me rejoindre. Et c'est comme ça qu'on va se retrouver tous là-bas. Le moment venu maintenant, je suis le premier arrivé dans la région. Donc, c'est en fonction de cette date que je dois me présenter à la préfecture. Et tous nos problèmes de misère vont s'étaler devant lui et on va partir de menaces, des insultes, telles que retourne chez toi, j'ai pas besoin de toi,
Je suis chez moi, je suis français. Évidemment, il y a du racisme et de la violence dans cette histoire-là. Et d'ailleurs, Jérémy Rochat, vous qui, dans Street Press, dans l'école de Street Press, vous racontez cette histoire, c'est la vôtre en fait, mais pas que. Ce sont 17 personnes qui sont concernées et qui sont... on parle d'esclavage, enfin on va en parler, c'est quand même ahurissant. Alors, l'enquête se déclenche après un contrôle de l'inspection du travail, c'est ça, en 2020. Comment ça s'est passé, alors, de votre point de vue de journaliste ? Alors déjà, a priori, les 17 personnes ont été recrutées à peu près de la même manière. C'est-à-dire que les 17 personnes se trouvent au moment du recrutement en détresse sociale. Elles sont sans papier. Certaines sont en demande d'asile, d'autres ont été déboutées de l'asile, mais elles sont toutes en difficulté sociale. Et M. Zambellan cible clairement des personnes vulnérables. Il les choisit. Il les choisit avec sa compagne, Alice Coutou, et utilise son réseau justement pour contacter ces nouveaux ouvriers. Parfois, il demande même aussi à ces ouvriers de chercher dans leur propre réseau pour recruter de nouveaux travailleurs. Et on ne peut rien refuser à M. Zambellan, parce qu'effectivement, il a une personnalité qui est décrite par les ouvriers comme tyrannique, et il a le pouvoir effectivement de supprimer le nom de l'ouvrier sur la liste, sur les plannings de travail, et donc ça aurait pour conséquence une baisse de salaire à la fin du mois. Donc en juillet 2020, l'inspection du travail intervient sur les lieux et constate effectivement que les droits des travailleurs ne sont pas respectés et qu'il y a clairement un manque d'équipement, notamment en plein confinement, avec l'épidémie du Covid qu'on connaît. On est en plein dedans à ce moment-là. On est en plein dedans, et d'ailleurs plusieurs travailleurs ont été touchés par le Covid. Et suite à ça, l'inspection du travail signale la situation au procureur de la République, qui, elle, va désigner donc la directe pour poursuivre l'investigation et adjoindre la police aux frontières, qui va mener l'enquête aussi sur cette affaire. Qui va mener l'enquête, justement. Alors comment ça se passe ? On voit que, vous dites à l'intérieur, que la police aux frontières essaie d'étouffer l'affaire. Pourquoi ? Alors, il y a plusieurs éléments, effectivement, qui sont étonnants. Alors, déjà, en échangeant avec le comité contre l'esclavage moderne, il y a une branche de la gendarmerie qui est spécialisée sur ce type d'affaires de traite des êtres humains. C'est l'OCLTI, donc c'est l'Office central de lutte contre le travail illégal, qui sont des fonctionnaires formés aux questions d'exploitation et aux questions d'emprise. Là, le procureur de la République désigne la police aux frontières pour enquêter sur cette affaire. Dès le début, on comprend que l'enquête va avoir une connotation assez spéciale, puisque la police aux frontières va s'intéresser principalement à la question de la régularité de séjour des victimes et non pas aux questions d'exploitation. Et quand on prend un peu de recul sur tout le déroulé de l'enquête, effectivement, il y a des choses qui étonnent. Il y a des mesures qui auraient pu être prises et qui n'ont pas été prises, comme une enquête de voisinage approfondie, comme des interrogatoires vers les clients de l'entreprise Prestavic qui n'ont pas été faites. Une fouille un peu plus complète de la comptabilité. C'est des choses qui surprennent. En échangeant un petit peu avec les travailleurs, ce qui est étonnant également, c'est qu'ils ont été convoqués dans les locaux de la MSA dès septembre 2020 pour être auditionnés. Et à aucun moment, ils n'ont été informés que c'est la police aux frontières qui allait les recevoir. Donc forcément, quand on arrive pour être reçu par l'inspection du travail et que c'est des policiers qui les reçoivent, c'est forcément assez terrifiant, surtout quand on sait qu'on est en situation régulière et qu'on a peur de la police. Alors, Maître Bouzaïda, vous, je le rappelle, hein, vous êtes avocat de 7 des 17 plaignants. Quand vous les avez rencontrés, dans quel état ? Parce qu'on imagine un état humanitaire avancé et grave, ce qu'ils ont pu vivre, on va gratter un petit peu tout ça. Comment vous les avez rencontrés et dans quel état ils étaient ? Alors moi, c'est particulier parce que j'interviens au moment où finalement la procédure prend vie, et surtout au moment où on a reçu la convocation pour le tribunal. Donc en fait, il y a déjà tout un temps qui a duré quasiment 2 ans d'enquête, au cours de laquelle on n'a pas vraiment de place, nous, avocats, là de partie civile, quand c'est sous la main du parquet et que les gendarmes enquêtent. On n'a pas notre place, en fait, dans cette phase-là. Donc moi, je les reçois quasiment 2 ans après. Oui. Ouais. Donc ils se sont déjà, pour certains, reconstruits. Il y a eu un cheminement qui a été fait.
Et à ce moment-là, il y a plutôt une solidarité dans la perspective de l'audience, avec la conscience qu'il va falloir se serrer les coudes, qu'une audience, c'est pas forcément facile, et que là, on est tous dans le même bateau, et donc il va falloir essayer de défendre ses droits. Donc c'est plutôt dans cet état d'esprit, mais avant ça, il y a eu effectivement tout un travail de suivi par notamment le Comité contre l'esclavage moderne que j'ai le plaisir de représenter. Tout à fait. Mais également, comme M. Colli l'a dit, il y a eu un travail des syndicats aussi, dans un premier temps, qui ont d'abord eu ce travail de recevoir un travailleur, en fait, dans sa qualité de travailleur. Puis, vu les problématiques qui ont été mises en lumière, on a, à ce moment-là, commencé à solliciter les associations compétentes, en l'occurrence le Comité contre l'esclavage moderne notamment. Et, juste pour rajouter un point, mais de là, il y a effectivement un maillage d'associations qui se mobilisent. Il y a eu un réseau qu'on appelle le réseau Accès qui a permis de reloger un certain nombre de personnes, de les mettre à l'abri, de les sortir justement de ce trou, entre guillemets, mais parce qu'on était là en pleine campagne tout à fait inconnue. Et donc, il y a eu ce travail de prise en charge qui a été permis grâce à un certain nombre d'associations. Et justement, ça permet d'enchaîner sur un sujet qui est grave, l'aspect logement dans cette affaire-là quand même, dans cette affaire, en plus du travail indigne que vous avez pu vivre, sans respect des droits des travailleurs et peut-être même de l'homme, enfin on va y revenir sans doute, il y a l'aspect logement, comme je disais, dans des conditions inhumaines. Alors, vu que vous êtes là quand même ce soir, vous pouvez peut-être nous en parler un peu plus. Est-ce que vous pouvez nous décrire vos conditions de logement à ce moment-là? C'est particulier. En fait, quand j'arrive, la promesse n'est pas respectée comme il me l'avait dit auparavant. En 2 mois environ, je vais avoir mon appartement avec les fiches de paye qui va s'arranger parce que ça fait 20 ans dans le coin. Mais quand j'arrive tout de suite, les conditions dans lesquelles je vais habiter, déjà chez sa soi-disant maîtresse, en griffe, je vis avec la litière des chats. Je suis l'homme à tout faire, le boy, comme on le dit, en griffe. Après le boulot, je suis censé tout faire. Je ne dors pas bien. Parce qu'il vient là, je fais tout un boulot, après le boulot encore. Vous travaillez en plus de votre travail? Exactement, à la maison là déjà. Et quand les autres viennent, il va nous reloger maintenant. Auparavant, nous étions à l'Andivisio. Après, maintenant, nous allons à 20 minutes de lieu du travail, là où se trouve le bureau, qui est à Saint-Sauveur. Et à Saint-Sauveur, comme ça, on va être logé 2 par 2. On va perdre notre dignité. Parce que, à tout moment, le loyeur, qui est monsieur Alain, il viendra éteindre le chauffage. On n'avait pas, le propriétaire qui avait l'appartement, on n'avait pas de bail. On était livré pratiquement à nous-mêmes. On n'avait pas droit à l'eau chaude parce que j'ai été électrocuté à 2 reprises. Parce que c'est une maison qui ne respectait pas. Après, il y avait les rats, il y avait les cafards, il y avait un peu de tout et dans l'appartement. Il était censé même nous accompagner pour faire des courses. Rien n'a été fait. Et nous dormions dans ces conditions où on n'avait pas de dignité parce que c'était pas joli à voir parce qu'on était livrés pratiquement nous-mêmes. Mais à côté de ça, ils nous prélevaient sur le salaire. Oui, effectivement. D'ailleurs, Jérémy, ce qu'on apprend dans votre article, c'est que l'entreprise en question prélevait, comme il le disait à l'instant, sur leur salaire, la somme des loyers. Est-ce que déjà ça c'est possible? Est-ce que c'est légal? Et est-ce que c'est quelque chose on pourrait imaginer les maintient quand même dans une situation, les tient en tenaille, ces personnes? Effectivement, ça ressemble à un arrangement un peu entre amis. Marc Zombellan est le patron de l'entreprise, il embauche les travailleurs et son ami Alain Corr est propriétaire de 2 logements et il loue ses logements à l'entreprise. Donc voilà, tout le monde y trouve son compte dans cette histoire. Et oui, effectivement, ça fait partie du piège un peu. Du piège, puisque en plus, tous les travailleurs ont quitté leur solution d'hébergement ou de logement qu'ils avaient auparavant. Et se retrouvent coincés. Donc si un jour ils décident de quitter Morlaix, ils perdent non seulement leur seule source de ressources, même si elle est petite à ce moment-là, et leur hébergement, et ils n'ont plus rien à côté. Bien sûr. C'est ça le piège. C'est quitter, on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas vers quoi on va, en fait, évidemment. Alors, ce qui se passe chez Prestavic, puisque c'est le nom de l'entreprise, à ce moment-là, et d'ailleurs toujours, ne semble pas être un problème isolé. Enfin, on voit qu'il y a aussi un concurrent principal, non loin de là, Haviland, qui, lui, en 2021, est déjà accusé d'esclavage moderne. On le voit à l'écran dans une illustration. Alors, maître, a-t-on affaire là à un problème qu'on pourrait qualifier de plus systémique, d'organiser sur la région, voire le pays, enfin quelque chose qui n'est pas juste isolé? Oui, systémique au sens où il y a des conditions économiques Tout à fait. qui peuvent favoriser ce type d'abus.
On le voit dans un certain nombre de secteurs, pas que le secteur avicole en l'occurrence. Dans un autre domaine agricole, moi j'ai déjà eu des dossiers de maraîchers, des dossiers dans le bâtiment, des dossiers dans le travail domestique. Bref, en réalité, là où le coût du travail humain est finalement important, proportionnellement, et donc on cherche par tous les moyens à rogner ces coûts. Et donc ça passe par ne pas respecter les droits des travailleurs. Il y a différentes échelles. Et là, effectivement, on était quand même sur un dossier d'ampleur et avec une gravité assez exceptionnelle, en tout cas dans ce qu'on peut voir, mais pas isolé, effectivement, ça c'est vrai. Je ne sais pas si c'est sur la région, mais effectivement, dès lors qu'on voit... On peut imaginer des liens entre différentes entreprises, il y a des amis... Oui, alors précisément, Haviland est géré et dirigé par un ancien de chez Prestavic. Mais encore une fois, je pense que c'est aussi beaucoup le secteur d'activité qui favorise ça. Je ne dirais pas que c'est la Bretagne, parce qu'on a des dossiers un peu partout. Ce n'est pas propre non plus au secteur avicole, mais il y a un certain nombre de secteurs qui favorisent ce type d'abus. Bien sûr. Et on parle aussi de travailleurs, mais de travailleuses aussi, notamment dans les aides au logement, enfin, le ménage. Il y a beaucoup de femmes. Le travail domestique. Le travail domestique. Alors, le tribunal de Brest s'est donc prononcé il y a peu de temps, et a condamné les accusés, notamment pour traite des êtres humains. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le verdict qui a été prononcé ? Oui, alors c'est important que vous rappeliez la qualification qui a été employée par le tribunal, c'est bien traite des êtres humains. Je le dis parce que l'esclavage, c'est une autre infraction encore. Okay. Concrètement, dans l'esprit de tout le monde, l'esclavage va être une infraction qui implique le fait qu'on n'ait pas la liberté d'aller et venir. Et c'est d'ailleurs un des éléments dont souvent on se défend quand on est accusé de traite des êtres humains, c'est mais il pouvait aller, il pouvait rentrer chez lui, etc. C'est pas ça la traite des êtres humains. La traite des êtres humains, il y a 3 éléments très simples. C'est une action, un moyen, une fin. Une action, j'embauche, je recrute, je transporte mes travailleurs. Dès lors qu'on a ces éléments, on a un élément déjà caractérisé de la traite. C'est le cas dans cette affaire. Jérémy le disait, M. Zambellan a reconnu que c'était lui qui gérait le recrutement, par exemple, l'embauche. Un moyen, là, c'est une promesse, une rémunération. Donc, promesse de titre de séjour. Ça, c'est contesté. Évidemment, c'est toujours difficile à rapporter parce que c'est de l'échange oral, bien généralement. Ouais. Mais ce qui n'est pas contesté et contestable, c'est la rémunération. Donc, vous avez le moyen. On a déjà 2 éléments sur 3. Et le 3e, c'est faire ça pour soumettre, c'est la fin, soumettre les personnes à des conditions de travail ou d'hébergement indignes. L'hébergement, il est là. Et là, l'hébergement, c'est là qu'on a beaucoup discuté de cela. C'est aussi une autre infraction, mais c'est un élément de la traite des êtres humains. Et évidemment, pour préciser ce qui a été dit, pour compléter, on a eu dans cette affaire notamment 2 logements qui étaient en cause. Parce que M. Colli a été, lui, à un moment hébergé chez la compagne de M. Zambellan. Donc c'était encore une situation particulière, parce qu'en plus on devait, quand on rentrait, faire le travail domestique à la maison. Mais pour d'autres, on a été hébergé chez deux logements qui ont été effectivement loués directement par Prestavic à ce M. Corr pour les salariés. Et en fait, ces 2 logements, il y en a eu un qui a fait l'objet d'un arrêté de péril. En suroccupation, je crois, les 2 d'ailleurs. Hein. Comment ? En suroccupation. Oui, alors c'était variable parce que comme M. Colli le disait, il y avait des gens qui venaient, qui repartaient. Ça bougeait. Mais arrêté de mise en péril parce que en fait le plancher menaçait de s'effondrer à cause d'une infiltration folle. Il y avait des électrocutions comme on l'a dit parce qu'il y avait des câbles électriques qui pendaient dans la douche. Et je passe évidemment les conditions sanitaires. Et sur l'autre logement, ça a été déclaré insalubre, ou en tout cas impropre à la location parce qu'en fait il y avait quasiment pas d'ouverture sur l'extérieur. Et là encore, dans des conditions sanitaires effroyables. Donc, on avait bien une action, un moyen, une fin, et c'est ce qu'a considéré les tribunaux. Alors, le tribunal est rentré en voie de condamnation, a donc condamné M. Zambellan à 2 ans de prison ferme, plus des amendes. Mme Coutou, de mémoire, c'est 1 an, dont 6 mois avec sursis. Et M. Corr, lui, était poursuivi pour avoir soumis ces personnes à des conditions d'hébergement indignes, a été condamné à 1 an ferme. Plus des amendes également. Et il y a eu cette défense un peu incroyable sur le plan de l'insalubrité et des cafards devant le tribunal, qui avait des relents un peu racistes. Est-ce que, Jérémy, vous pouvez nous raconter un peu ce passage ? Oui, c'est effectivement Alain Corr qui n'a pas réellement réussi à dissimuler ses opinions racistes et qui a dit face au président du tribunal qu'il avait contacté des entreprises de dératisation et que s'il y avait des cafards dans le logement, c'était parce qu'il y avait une population africaine.
Donc c'est assez représentatif de l'idéologie globale. Tout à fait, ouais. De ce petit groupe. Sur la question des logements, je voudrais ajouter aussi ce qui a pu étonner sur le déroulement de l'enquête, c'est que la police aux frontières est passée quelques jours, quelques semaines après l'agence régionale de santé, qui a effectivement demandé des mises en péril. Et pour la police aux frontières, il n'y avait pas de problème particulier dans les logements, si ce n'est un mauvais entretien par ses habitants. Donc là aussi, voilà, c'est des éléments qui étonnent. Esther, est-ce que vous vous êtes satisfait de ce verdict-là, de l'issue du chemin judiciaire jusqu'ici? Je suis satisfait à moitié, Dites-nous. dans le sens où, avec la gravité de ce que j'ai vécu, je pense qu'il aurait pu avoir un peu plus de résultats assez sévères et rapides. Parce que je vous apprends que j'ai perdu un copain dans cette histoire. Oui, quelqu'un s'est suicidé. Oui, il s'est suicidé. Jusque-là, le mort n'a plus de parole parce qu'on ne sait pas pourquoi il s'est suicidé. Mais je pense que c'est lié indirectement à cette situation. Comme l'a dit le maître Bouzaïda, moi j'ai été la première personne à lever le cran. Et j'ai été menacé plusieurs fois par M. Zambellan. Donc je suis parti de là par l'accès, comme il a dit. Jusqu'à présent, on ne sait même pas ma position exacte. À part maître et M. Jérémy qui le savent bien. Parce qu'il fallait me fermer ma bouche. Mais comme il ne pouvait pas le faire, si je n'avais pas porté l'affaire haut, aujourd'hui, nous serions encore dans cette situation. Parce que j'en ai trouvé d'autres personnes là-bas qui en ont fait peut-être 3, 4, 5 ans. Mais aujourd'hui, je ne suis pas satisfait. Parce que je me croyais encore en Afrique. Parfois, je me dis, même en Afrique, on ne vit pas ça. Je suis en France. La France, c'est un pays de fraternité, de l'égalité et de la liberté d'expression. Mais je ne peux pas vivre cette situation au XXIe siècle, ici, encore en France. Et ça a tendance à être banalisé. Mais il y a un mort. Il va y avoir 2 ou 3 morts. Moi qui vous parle aujourd'hui, je viens de loin parce que j'ai failli me suicider. N'eût été ce monsieur, parce que là-bas, nous, on a un viaduc. C'est de là-bas que mon copain, il allait se suicider. Parce que jamais de toute ma vie, je croyais venir en France et puis vivre ça. Ça me rappelait un peu l'histoire des Contactités où nos parents étaient déportés. La mort était mieux que d'être déporté. Mais donc, je ne me crois pas en France. Je veux me croire en France lorsque le droit et la loi vont être lus de manière convenablement avec les autorités qui essaient de se battre à longueur de journée, on voit dans les médias, pour que je sois satisfait en entièrement. Que les dédommages, que ce soit sur toute la ligne avec mes 17 copains, celui-même qui est décédé aussi, parce qu'il a de la famille en Afrique. Il a quitté l'Afrique pour la guerre. Il s'est retrouvé ici comme moi. S'il vient mourir dans ces conditions, mais aucun parent ne peut accepter que son enfant parte à l'aventure, retourner avec la victoire et mourir de cette façon. Parce que nous qui sommes ici, quand on travaille, on essaie d'envoyer un coup de main à nos parents là-bas. Parce que c'est grâce à ceux-là que nous sommes là aujourd'hui. Et moi, je dis, j'aime la France. Mais il y a un moment donné, il y a des mauvais et des méchants partout. Mais je pense qu'il faut qu'au plus haut du sommet, même si le président Macron doit être informé de cette situation et la saisir à bras le corps pour qu'il y ait une lumière claire sur cette affaire. On ne peut pas dire que le président ne soit pas au courant, que les institutions françaises ou les autorités ne soient pas au courant de cette situation. D'ailleurs, on peut faire peut-être un parallèle avec la première partie de l'émission que vous avez suivie avec moi ici en coulisses. Alors, effectivement, il y a des personnes qui sont exilées, qui ont comme projet de traverser le territoire sans s'y arrêter. Vous, c'est un autre projet, vous aimez la France, vous avez envie de vous investir et vous le montrez, et on peut être fier de votre parcours. Est-ce que là, peut-être, je ne sais pas à qui je m'adresser pour cette question-là, quelle serait l'issue? Parce qu'on peut imaginer que Esther viendrait à partir, monsieur le propriétaire de cette entreprise va à la chapelle ou je ne sais où, prendre n'importe quelle autre personne et recommencer. Comment on met un terme à cela? Il n'y a pas de baguette magique, mais par où on commence, Jérémy? J'aurais envie de dire, avec un raccourci, la régularisation de tous les sans-papiers, par exemple. Mais bon, pour ne pas aller jusqu'à là, déjà, peut-être qu'il faudrait proposer un hébergement à toutes les personnes qui sont aujourd'hui à la rue, encore en ce moment en plein hiver. D'ailleurs, c'est un droit qui existe normalement, le droit inconditionnel à l'hébergement. Et effectivement, on le voit dans cette affaire, mais on le voit dans beaucoup d'autres affaires qui concernent les personnes exilées ou les personnes sans papier, qui sont sujettes, peut-être plus que n'importe qui en France, à la traite des êtres humains. Et l'État doit doit mesurer sa responsabilité dans ces situations-là, parce que quand
quand on est une personne sans papier qui n'a la possibilité pour survivre que d'accepter des jobs à droite, à gauche pendant des années, à un moment donné, il y a des personnes qui profitent de ces situations-là, qui profitent de cette vulnérabilité-là pour s'enrichir. Il faut les sanctionner, mais peut-être que l'État doit aussi, à un moment, assumer ses responsabilités dans ces situations. Évidemment, on voit qu'il y a des dispositions politiques, comme quoi que la politique, où tout est politique, des dispositions qui peuvent créer un environnement, tout du moins des conditions qui forment ce terreau-là et qui permet ce genre de dérapage, on le comprend. Alors pour finir, Maître Bouzaïda, pour qu'on y voit un peu plus clair dans tout ça, on y voit beaucoup plus clair depuis le départ, mais encore un peu plus, est-ce qu'on peut imaginer, les personnes qui nous suivent et qui découvrent l'affaire ce soir, que maintenant qu'il y a condamnation, c'est plié, c'est terminé, il n'y a plus de suite, ou alors qu'on peut attendre des suites? Je crois savoir que les personnes comptent faire appel. Oui, alors non, c'est pas terminé. Hélas, on n'est pas au bout du chemin, comme vous disiez tout à l'heure, parce que d'abord, les deux principaux mis en cause, M. Zambellan et Mme Coutou, n'étaient pas là à la première audience. Ils n'ont pas pu être convoqués, donc ce qui veut dire que le jugement est rendu par défaut. Ce qui veut dire que le jour où ce jugement, je ne sais pas, imaginons que M. Zambellan se fasse contrôler par hasard sur la route, on se rend compte qu'il y a un jugement à lui remettre, à lui notifier, c'est dans les fichiers de la police ou de la gendarmerie, on va lui remettre, et à partir de là, il aura un délai pour faire un recours qu'on appelle une opposition. Et dans ce cas-là, et c'est probable, dans ce cas-là, on replaidera l'affaire sera rejugée devant le tribunal de Brest. Monsieur Corr, lui, c'est différent, il était là. Donc, il a la possibilité de faire appel et il a exercé son droit puisqu'il a fait appel, on en a été informé hier. Voilà. Et on est encore dans le délai d'appel puisque c'est 10 jours à compter du prononcé du jugement qui était la semaine dernière. Et peut-être pour vraiment finir, on voit là le rôle particulier qu'a pu jouer le comité que vous représentez ce soir, le comité contre l'esclavage moderne. Un mot pour qu'on comprenne la mission. C'est un peu transparent quand même le nom, mais la mission de ce comité-là et comment on peut s'en informer plus souvent. Alors le comité a été créé en 1994, je crois, de mémoire, et il a plusieurs missions. La première, c'est d'identifier les personnes victimes de traite. La deuxième, c'est de les prendre en charge, de les accompagner. Il y a un accompagnement social et un accompagnement juridique pour schématiser un peu. Social, ça veut dire chercher à les héberger, c'est souvent la première des questions, et puis les accompagner dans un certain nombre de démarches, notamment en vue de la régularisation de leur situation administrative. Et puis il y a un accompagnement juridique. Il y a un pôle juridique au comité qui travaille sur les procédures, sur les différentes démarches à entreprendre, notamment auprès des enquêteurs, du parquet, etc., et qui met en lien ensuite un certain nombre d'avocats dont je suis. Donc c'est principalement ça le travail du comité, et au-delà de ça, il y a un gros travail de plaidoyer, parce que le comité a largement contribué à ce que cette infraction de traite, qui était absente du code pénal français jusqu'en 1993, je crois, c'est là qu'apparaît l'infraction. Donc à l'échelle de notre histoire juridique, c'est assez récent comme infraction, et donc il y a un gros travail de plaidoyer mené par le comité chaque jour dans le sens de la défense des personnes victimes de traite des êtres humains. Est-ce que les personnes peuvent, par exemple, au même titre qu'une association, donner de l'argent, donner de l'aide au comité? On trouvera du coup, j'imagine, le lien sous le site internet, comité contre l'esclavage moderne. Sous l'écran. Le mot de la fin, peut-être pour vous, Esther, pour vous qui avez fait tout ce parcours-là, vous qui êtes la première personne à avoir pas fermé votre bouche, si je puis dire, pour reprendre vos mots tout à l'heure. Un mot pour les personnes qui vous regardent et peut-être qui vivent, on ne sait pas, on voit très bien, l'accès à Internet est parfois plus facile que l'accès à l'eau, on le voit. Des personnes qui pourraient vous regarder et qui pourraient s'inspirer de vous. Ok, je souhaiterais dire à ces personnes que l'espoir n'est pas perdu parce qu'on vit en France déjà, c'est une chance de vivre ici et d'aller là où il y a l'information et de ne pas dormir sur ses oreillers, d'essayer d'approcher les autorités et à chaque fois dénoncer toute situation. Parce que c'est au-delà de tout ça qu'aujourd'hui je suis devant vous. Voilà, et je pense que si l'information arrive là où ça doit arriver, il y aura mieux de personnes qui vont sortir de là. Juste pour compléter, je voulais dire deux petites choses compléter de ce que dit M. Colli. En fait, ce qu'on constate, nous, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui demeurent dans ces situations par peur en fait, d'en sortir.
Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas trop ce qu'on retrouve. Et en fait, quand on est comme ça isolé, on est à peu près certain qu'on va tout perdre et qu'on ne va rien retrouver. Donc, il faut effectivement garder espoir, et espoir de trouver l'interlocuteur, et il y en a, malgré tout, comme on l'a dit tout à l'heure, des syndicats, des associations. Et je voudrais juste en terminer, parce que j'ai une pensée émue pour Sylvie Audy, qui a été présidente du comité contre l'esclavage pendant longtemps, qui a été d'ailleurs, qui a largement contribué à sa création, à sa fondation, et qui nous a quittés il y a quelques semaines. Donc, je voulais simplement lui rendre hommage. Très bien, on pense à elle aussi. Merci à tous les trois d'être venus sur notre plateau ce soir. Et pour celles et ceux qui souhaitent en savoir plus, évidemment, je rappelle que l'article enquête de Jérémy Rochat est disponible sur le site de Street Press, évidemment, des camarades.